Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 3 décembre 2018 et diffusée pour la première fois dimanche 9 décembre 2018, de midi à 13h30, et réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. À tous les auditeurs présents et à venir, salut. Ici Philippe Delorme, je suis très heureux de vous retrouver, nombreux je l'espère, pour ce libre journal de l'Avent. Dans 2 semaines, en effet, nous célébrerons la nativité du Christ qui, pour tous, croyons ou non, incarne la fête de la joie et du partage. Mon souhait est que nous sachions dépasser l'aspect consumériste qu'a pris cette fête pour en retrouver l'essence même dans la simplicité de ses origines, l'étable d'une auberge où il n'y avait plus de place pour des voyageurs fatigués. Mais ce n'est pas de Noël dont nous allons parler aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que cette émission est préenregistrée, mais n'hésitez pas à m'écrire à Radio Courtoisie par lettre postale ou par courriel. Vous pouvez aussi me joindre via mon site personnel philippedelorme.com. Vos remarques et vos questions seront toujours les bienvenues. Vous venez d'entendre en guise d'introduction à notre sujet d'aujourd'hui la marche aréale, la marche royale, l'hymne national espagnol. C'est l'un des plus vieux hymnes nationaux avec l'hymne japonais. Il n'a pas de paroles officielles, même si on l'a entendu avec des paroles en l'occurrence, même si plusieurs tentatives ont été faites aussi pour lui en fournir. Sa musique est imprimée pour la première fois en 1761 sous le titre de Marche des Grenadiers. En 1770, elle devient la marche d'honneur officielle par le roi Charles III et devient ainsi donc le premier hymne de l'histoire d'Europe. La marche royale a été remplacée sous la Seconde République entre 1931 et 1939 par l'hymne de Riego, pardon. Elle a été restaurée par Franco sous le nom de Marche des Grenadiers et on l'utilisera souvent à l'époque avec les paroles commandées en 1928 par Miguel Primo de Rivera, légèrement modifiées par Franco d'ailleurs. Alors c'était « Vive l'Espagne, hissez les bras, fils du peuple espagnol qui naît de rechef, gloire à la patrie qui a su suivre
sur le ciel, sur le bleu de la mer, le chemin du soleil, etc., etc. Philippe Nourri est notamment l'auteur de Franco, la conquête du pouvoir en 1975, du roman de Madrid en 2008, de Juan Carlos chez Talandier en 2011, et l'an dernier encore d'une histoire de l'Espagne de l'origine à nos jours, paru chez Talandier également, donc qui est toujours disponible. Enfin, la plupart de ces livres sont toujours disponibles, surtout les deux derniers, Juan Carlos et l'Espagne des origines à nos jours chez Talandier. Avec ce dernier livre, il s'est aventuré au-delà de la période contemporaine qu'il connaît bien pour remonter le fil très lointain du temps et l'histoire de l'Espagne. Alors on va en parler très très rapidement. Alors, je vous présente avant notre deuxième invité qui est Christophe Barret, qui travaille donc aux Archives nationales avec un titre que j'ai pas bien chargé d'études documentaires. Il faut pas se tromper. C'est donc voilà, c'est un grade particulier. Ce qui fait qu'il est en contact avec l'histoire journellement et avec les traces concrètes de l'histoire. Il se passionne aussi depuis longtemps pour l'Espagne. Il a été chargé de plusieurs projets interculturels entre la France et l'Espagne, et s'est taillé une réputation méritée de spécialiste des questions espagnoles, en particulier de l'affaire catalane, pour lesquelles radio et télévision le consultent fréquemment. Il a déjà publié 2 livres aux éditions du Cerf autour de la question, Podemos pour une autre Europe en 2015 et La guerre de Catalogne en mai dernier, donc tous les deux aux éditions du Cerf. Nous allons commencer tout de suite, peut-être Christophe Barret, peut-être nous donner un petit peu votre parcours. Pourquoi vous intéressez-vous à l'Espagne comme ça, et pourquoi ce livre sur Podemos? Alors rappelons ce que c'est Podemos, peut-être. Peut-être comme Monsieur Nourri, tout simplement, la fréquentation de l'Espagne donne envie de suivre un petit peu l'actualité. Moi, je fréquentais l'Espagne depuis une quinzaine d'années pour des raisons personnelles, et puis j'ai connu encore la fin de la grande période de prospérité, ces sortes de 30 glorieuses espagnoles, cette période de croissance économique la plus prometteuse, la plus belle, les plus belles années de l'histoire contemporaine, justement. On va essayer de mettre tout ça en perspective aujourd'hui. Et j'ai vu la situation se dégrader à partir de 2008, depuis mon point d'observation, qui est Séville, qui est l'Andalousie. D'accord. Et là, j'ai commencé à accumuler la documentation. La monarchie m'intéresse aussi. Ces débats politiques qui anticipent pas mal des nôtres, parce que finalement le mouvement des indignés espagnols de 2011, c'est un peu c'est des gilets jaunes du printemps, avant l'hiver. La recomposition des échiquiers politiques, la montée du populisme, alors de gauche et de droite maintenant en Espagne aussi, ça nous place tous dans le même ensemble, dans des mêmes évolutions politiques, des mêmes convulsions de début du XXIe siècle. Alors rappelons pour intéressant de suivre tout le public, pour le grand public. Moi, je suis pas particulièrement spécialiste non plus de l'Espagne. Podemos, c'est donc ça se situe un peu du côté du mouvement de gauche, Mélenchon, c'est un peu une sorte de populisme de gauche. Il y a vraiment un parallèle à faire. Podemos, c'est une traduction politique du mouvement des indignés. En 2011, donc, la crise économique aidant, les gens descendent dans la rue, comme chez nous aujourd'hui, pour dénoncer l'appauvrissement un petit peu généralisé des classes moyennes. Et à la gauche de la gauche, justement, chez une gauche qui n'a pas été partie prenante de la transition, des gens qui, il faut le dire, pensent prendre leur revanche un petit peu sur le Parti communiste qui a accepté la monarchie, par exemple. Ah oui, donc c'est des gens qui sont vraiment qui seraient anti-monarchiques. Mais qui, dans un premier temps, ne le disent pas et se contentent, comme tous les populistes, de dire voilà, nous voulons incarner la volonté du peuple contre les élites. Et justement, on se garde bien de critiquer la monarchie, de critiquer les institutions. Il n'y a pas une seule fois une république dans le premier programme de Podemos. Oui, vous avez cette analyse. Ça va changer. Il faut insister, je crois que c'est surtout un mouvement de jeunes. Exactement. C'est générationnel aussi. Les jeunes, effectivement, c'est la suite des mouvements des indignés qui s'est politisé et qui retrouve avec les insoumis aujourd'hui de Mélenchon les mêmes un peu la même sympathie pour le régime vénézuélien de Chavez. Il y a évidemment des points de contact, mais c'est tout de même si on ne s'insiste pas sur le côté jeune de ce mouvement,
Donc alors avec choses, plutôt une amnésie historique, je dirais, parce que là vous disiez revanche sur la monarchie. En fait, c'est des gens qui savent même pas ce qu'est Franco, ce qu'est la Seconde République, ou à peine. On peut dire que c'est des gens sans mémoire. C'est une vision, une vision un peu. Ce sont des politiques qui se mettent à faire de l'histoire et tous les dangers. Ce sont des politiques qui mettent à faire l'histoire, mais ça c'est le cas de toutes. Donc on peut pas les rattacher, je dirais, aux anarchistes ou aux républicains des années 30. Enfin. Non, ils s'en réclament. L'Église s'en réclame. Il y a justement Podemos, c'est une campagne pour faire réémerger la mémoire de la République. Alors avec un esprit un petit peu revanchard qui avec une pas vision forcément le mieux venu et qui a même été sanctionné un petit peu là dans les urnes en Andalousie parce que les années 30 ne sont pas justement une vision un peu caricaturale aussi de ce qu'était à la fois le franquisme et la violence sociale dans la société espagnole au début des années 30 qui n'est plus là aujourd'hui. Donc ça sert à rien de refaire la guerre civile, effectivement. On parlera tout à l'heure du franquisme, etc. Mais c'est vrai que il y a eu un sondage assez récent qui disait que 55% des Espagnols étaient indifférents à l'égard de Franco, c'est-à-dire il n'y a ni haine ni méconnaissance ou simplement c'est du passé, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, oui. C'est un peu comme pour Pétain en France où on nous ressort les questions est-ce qu'on doit stigmatiser ou pas Pétain. Je pense que presque un siècle plus tard tout ça n'a plus beaucoup de sens. Avec une forte tendance à réécrire l'histoire, évidemment, dans un sens politiquement correct, c'est-à-dire systématiquement antifranquiste. Alors donc avant de repartir dans l'histoire de l'Espagne, j'aimerais on refasse le point pour ce qui se passe aujourd'hui en Espagne. Donc ce mouvement Podemos, il est à gauche, il fait à peu près 20%. Il a fait 20% des voix aux élections générales, c'est-à-dire aux législatives. Ils se sont alliés avec d'autres partis de gauche et donc ils ont à peu près plafonné à 20-21%. Donc ça n'a pas été tellement utile. C'est un peu comme ici. Ils remplacent le Parti communiste. Voilà, c'est un peu comme ici, Mélenchon s'alliant avec les communistes traditionnels ou des choses comme ça. Sauf que Iglesias a réussi à absorber le PC, que Mélenchon non. Mais bon, il l'a absorbé par disparition au bout d'un moment. Donc 20%. On a donc actuellement un Premier ministre qui est socialiste par un petit peu un jeu de chaises musicales. Enfin, il y a eu une motion de censure qui a éjecté le Premier ministre de droite. Mais sans qu'il ait vraiment une majorité. Il s'est constitué une coalition anti-parti populaire qui a éjecté le chef du gouvernement. Mais c'est une coalition évidemment très fragile puisque elle concerne à la fois 80 députés socialistes et le soutien des partis nationalistes périphériques, catalans, basques, etc. C'était une composition très fragile. Voilà. Donc on a effectivement un petit peu. La droite a appelé ça la coalition Frankenstein, effectivement, avec des constitutionnalistes, justement, des socialistes qui défendent la Constitution, et puis les indépendantistes catalans qui, eux, veulent se débarrasser. Qui reprennent la main avec ça, mais bon, c'est un peu un tableau 4ème République. C'est pas avec cette majorité-là, évidemment, qu'on résoudra le problème, à mon avis. Et on a donc plus récemment une opposition de droite assez radicale qui apparaît, donc on l'a vu aux élections andalouses il y a 2 jours. Ce week-end, ils ont gagné, ils ont quoi, 10% des voix? Ils ont fait 12, ils ont obtenu 12 députés, donc c'est-à-dire qu'ils sont passés de 18 000 voix aux dernières élections régionales à 400 000, effectivement. En bénéficiant justement de cette peur de l'indépendance de la Catalogne que ça suscite dans toutes les régions d'Espagne, y compris au sud, donc, et puis aussi peut-être en jouant un petit peu sur le retour à la case départ un peu de Pablo Iglesias aussi, de Podemos, qui avait réussi à agglutiner l'électorat mécontent et qui n'est pas très clair sur la question de la Catalogne. On essaie de jouer les équidistants du côté de Podemos en Catalogne, mais ça n'a pas plu aux électeurs. C'est la raison principale de la montée de et là, c'est quoi ce parti? C'est Vox, c'est ça, non? Vox, voilà, c'est la droite de la droite. Hein, c'est un peu traditionnellement le Rassemblement national. Voilà, France, tout à fait. Traditionnellement, l'héritier
les héritiers les plus directs et du franquisme avaient été intégrés au Parti populaire, enfin l'Alliance populaire, après la dernière partie de la transition. Mais il y a l'émergence d'une nouvelle droite. Mais pas nécessairement se référant à Franco, c'est plus ou moins un petit peu comme... Tout de même à une partie du programme de Franco, c'est-à-dire la centralisation, la recentralisation de l'Espagne. Ça, mais attaché au personnage de Franco, non pas plus que cela. Non, mais qui assume son héritage pleinement, par contre. Ouais. Et héritage social notamment. Il y a peut-être aussi un problème d'immigration aussi, non, ou pas? Ça commence un petit peu. Ouais. C'est vrai que là depuis un an, la principale voie d'accès pour les migrants d'Afrique du Nord. J'étais justement cet été de l'autre côté du détroit de Gibraltar à Ceuta pour voir un petit peu tout ça. Maintenant, passe par le détroit. Donc on a beaucoup d'images sur les télévisions espagnoles qui montrent ça. Il y a cette grande difficulté d'accueillir les gens que même des pêcheurs repêchent en pleine mer par humanité. Là, un bateau de pêcheurs a traîné 10 jours. L'Andalousie est aux premières loges. Et la relation avec le Maroc, par contre, est intéressante. On le dit pas trop, mais enfin, on donne beaucoup d'argent au Maroc en ce moment pour qu'il. Mais il y avait déjà traditionnellement une population quand même de travailleurs agricoles. Oui, toujours eu, ça a toujours existé. Et donc justement, c'est ce qui fait que jusqu'à une date très récente, on pouvait dire que l'Espagne était immunisée, disait-on, contre l'extrême droite, et qui n'est donc plus vrai. Travailleurs agricoles, ça c'est un petit peu du langage des années 30, parce que il y a de moins en moins des travailleurs agricoles. Si, en Andalousie, il y a quand même énormément une agriculture, des journaliers, il y a des journaliers, qui cueillent, beaucoup d'immigrés, qui sont des immigrés en général, donc du coup, effectivement, qui font ce travail, qui ont remplacé le prolétariat agricole. Et qui venaient pendant quelques mois par an, peut-être. Tout à fait. Bon, alors voilà, on a fait un peu le point sur l'actualité, je dirais, et on va revenir un petit peu sur l'histoire. Alors, Monsieur Nourri, vous avez devant nous l'histoire de l'Espagne des origines à nos jours, avec en couverture d'ailleurs on voit Juan Carlos et Franco dans les dernières années de la dictature. Donc on peut essayer de remonter un peu. J'aimerais qu'on tourne un peu autour du rôle de la monarchie depuis un siècle et demi en Espagne, en remontant peut-être au XIXe siècle, parce que vers la fin du XIXe siècle, avec la révolution qui chasse Isabelle II en 1868, il y a un siècle et demi, elle venait s'installer à Paris, Kléber, la reine Isabelle II. Donc là, on amorce avec ce départ d'Isabelle II un processus quand même d'instabilité qui va être assez chronique pendant pratiquement toute la période. Alors, oui, l'instabilité. Nous dire un peu comment ça se passe à partir de ce moment-là, rapidement. Cette instabilité, elle va durer de 68, effectivement, à 1975, où on voit le retour de la monarchie, avec le très jeune Alphonse XII, qui revient à défaut de sa mère, qui ne peut pas décemment pas reprendre le pouvoir, reprendre le trône en Espagne. Et c'est évidemment une période très chaotique, puisqu'on voit une succession de pronunciaments, à la suite d'une succession de pronunciamientos et de choses, des généraux qui ont pris le pouvoir et qui cherchent désespérément un roi. On va faire appel à un Italien d'abord. Un Italien, Amédée, que l'on fait roi d'Espagne. Ça déclenche d'ailleurs la guerre franco-prussienne. Parce qu'après on demande à un Célerne de venir absolument, on ne voulait catholique, pas d'un roi, parce que le premier candidat était un Allemand, et la France ne voulait aucun prix d'un Allemand, l'opinion française surtout, beaucoup plus que Napoléon III. Mais l'opinion française s'insurgeait contre cela, contre cette possibilité qu'on ait de nouveau un étau qui se resserre pris entre l'Allemagne, la France, pris entre l'Allemagne et l'Espagne. Enfin, évidemment, c'était tout ça Napoléon III ne voulait pas d'un Orléans. C'est des stupidités. Ah oui, il y avait la possibilité d'un Orléans, parce que la sœur d'Isabelle II avait épousé un prince d'Orléans, donc qui lorgnait vers le trône d'une manière assez claire. Il y avait des tas de candidats au trône, dont effectivement, le duc de Montpensier, qui était
le beau-frère d'Isabelle II, mais il y avait surtout, ils ont fait appel à cette ABD qui au bout d'un an et demi a trouvé que le pays était totalement ingouvernable et qui a donné sa démission. Donc on a une république. Et qui est rentré chez lui, Ensuite, il y a eu une première république espagnole qui a duré de 1973 à 1974. Oui. Elle a duré un an à peine. Il y a eu 4 présidents de la République. Ils ont cherché à ce moment-là une idée fédérale qui était née, l'idée de faire de l'Espagne une fédération, etc. Ça c'était notamment c'est important parce que ça a été le leitmotiv d'un des présidents de la République de l'époque, Pi Maragall, qui était catalan et qui aurait voulu faire de l'Espagne une fédération. On en reparlera tout à l'heure parce qu'en parlant de la Catalogne, on pourra remonter un peu plus loin et voir en quoi effectivement l'Espagne a passé quand même un peu éclaté déjà, donc on pourra en reparler. Enfin, pour faire... Mais voilà, donc revenons, donc Alphonse XII revient, il meurt vite. À la suite de cette évidemment, prenons nouveau un pronunciamento qui appelle Alphonse XII, qui faisait ses études en Angleterre, du militaire en Angleterre, et le fils d'Isabelle II, donc revient. Et là, il y a une période de stabilité qui s'installe et qui durera finalement assez longtemps. Elle sera traversée évidemment par des drames, des tragédies, dont le 1798 où l'Espagne perd ses dernières colonies. Cuba, mais enfin bon, dans l'ensemble. Donc Alphonse XII meurt très vite, mais enfin il est remplacé par son fils. Alors, il meurt, je crois, en 1785. Il est remplacé donc il est remplacé par son épouse qui devient la régente, qui est enceinte d'ailleurs. Marie-Christine de Habsbourg, et qui 3 mois après la mort de son mari va accoucher d'Alphonse XIII. C'est qui était vraiment certainement le fils de... Oui, pour le coup, alors qu'Alphonse XII n'était peut-être pas le fils d'Isabelle. Christine de Habsbourg. Isabelle lui aurait confié à Paris une femme très journaliste allemand que voilà. Alors cette époque de la Restauration va durer finalement jusqu'en... elle va apporter à l'Espagne une stabilité sur le plan politique pendant de longues années. Mais il y a toujours quand même en filigrane l'armée, quoi. Les généraux, il y a toujours quand même une présence quand même l'armée, importante de l'armée, non? Bien sûr, là il y a encore la fin des guerres carlistes auxquelles Alphonse XII met fin, etc. Mais enfin dans l'ensemble, la politique de la Restauration, la politique monarchique de la Restauration et la monarchie follement bourbonienne un peu liée à ça, c'est une époque finalement relativement calme, dans laquelle, en dehors de la guerre avec les États-Unis, en 82 et 18, mais une époque relativement calme où l'Espagne gérait évidemment d'une manière démocratique, chemin démocratique à la mode anglaise du 19e siècle, c'est-à-dire une alternance de libéraux et de conservateurs qui se mettent d'accord pour occuper le pouvoir tour à tour. Voilà. Ce qu'on appelle en Portugal la rotative. Voilà, avec évidemment changement de personnel politique et même souvent administratif. Entre libéraux et conservateurs pendant... Mais avec, je dirais, une stagnation économique, sauf peut-être dans des régions périphériques. Pas tellement. C'est une époque relativement, économiquement, relativement... Même parce que la Catalogne, on le sait, mais c'est l'époque tout de même où Madrid et Barcelone se transforment complètement, où on invente des quartiers nouveaux, où il y a une grande expansion. C'est l'époque où on construit des chemins de fer, où on a déjà commencé déjà, mais... Oui, donc l'image d'une Espagne complètement retardataire est un peu excessive. Malheureusement, il y a la guerre hispano-américaine qui ne peut être qu'un désastre et qui l'est. Il y a un mouvement régénérationnel en Espagne. Les élites espagnoles intellectuelles ne pensent en 1898 qu'à la régénérescence du pays. Comment régénérer le pays? Bon, enfin, tout ça est a des côtés à la fois négatifs et des côtés aussi positifs. Donc, on cherche
on cherche un équilibre en Espagne. Cet équilibre, évidemment, il va être un petit peu rompu au XXe siècle, avec quand Alphonse XII atteint sa majorité. À ce moment-là, les choses deviennent un petit peu plus difficiles. La rotation entre gouvernements ne marche plus. D'autres forces s'en mêlent. On arrive finalement en 1923 à un nouveau pronunciamiento qui est celui du général Miguel Primo de Rivera. Et là, on retourne dans le cycle des militaires, en fait. Le cycle des militaires, un petit peu fermé. Alors là, c'est une prise de pouvoir. Ça n'est pas tout à fait autrefois, les pronunciamientos, pas de généraux, c'était pas des révoltes militaires. C'était une faction un général qui entraînait quelques régiments pour prendre le pouvoir politique et qui gardait le pouvoir politique. Sinon directement, mais c'est pas le conseiller du roi, de la reine. Ça. Là, c'est avec le Primo de Rivera, c'est un peu différent. C'est l'armée elle-même qui décide. Le général Primo de Rivera, évidemment, va s'arroger tous les pouvoirs. Oui, mais enfin, c'est en tant que porte-parole de l'armée qu'il agit. Et il établira en Espagne de 1923 à 1929 ce qu'on a appelé une dicta blanda, c'est-à-dire non pas une dictature dure, mais une dictature compréhensive, qui comporte quelques éléments. Le régime comporte quelques éléments hérités qui viennent du fascisme, le corporatisme. Il établit une carte, on dissout les Cortés, c'est une assemblée corporatiste qui lui succède, mais dans laquelle les socialistes ont une part aussi importante, ils collaborent avec le régime. C'est une période d'ailleurs assez prospère. Et Primo de Rivera, tout en confisquant le pouvoir sous, bien entendu, protégé par Alphonse XIII, qui a bien été obligé de la chose, mais qu'il soutient au départ et qu'il lâchera à la fin. C'est une période qui amène tout de même une certaine prospérité. C'est là où on voit l'éclosion du tourisme en Espagne, les paradors, des camions frigorifiques qui amènent la morue dans le centre de la Castille. Il y a une véritable... L'Espagne, à ce moment-là, de 23 à 29, profite pleinement un peu de sa neutralité pendant la guerre de 14-18, où elle a pu profiter un peu du malheur des autres. Christophe Barret, peut-être Alphonse XIII, ça vous... Que vous inspire Alphonse XIII sur ce personnage qui est un peu caricatural ou caricaturé parfois? Il a été à certains égards. En première de manière anecdotique, pour les numismates, c'est quelqu'un d'important. Alphonse XIII, bien sûr, c'est un de ces seuls rois dont on a le portrait bébé sur les pièces de monnaie. Il est né roi, ce qui est quand même très rare. C'est très rare. Par contre, dès la Première Guerre mondiale, effectivement, il y a des critiques un peu qui le caricaturent parce il est tiraillé entre sa mère et sa femme. Sa mère qui est d'origine austro-hongroise, donc il a le goût pour les uniformes comme le Kaiser, et donc lui-même va balancer en 14 pour savoir de quel côté il faudrait que l'Espagne il a eu la sagesse de ne pas prendre. Et finalement, voilà, c'est la paix, la neutralité armée qui est choisie. Tout en soutenant quand même un peu Tout à fait. Alors il y a un très bon livre qui est sorti en Espagne, c'est l'Espagne ni d'espions qui fait l'histoire de tout cela. D'ailleurs, il y a actuellement une exposition à Madrid au Palais Royal qui présente jusqu'au 31 mars. Jusqu'au 31 mars les relations entre le roi, entre l'Espagne et la France par l'intermédiaire de familles qui étaient et la médiation humanitaire, la médiation humanitaire d'Alphonse XIII, c'est une très belle exposition effectivement qui est organisée au Palais, dans lequel on n'a jamais fait l'exposition sur Isabelle II, parce que sa réputation de pestiférée en 2004 pour le centenaire de sa mort, la famille royale n'a absolument rien fait pour rappeler son souvenir. Là par contre, on a organisé une belle exposition au Palais Royal de Madrid pour rappeler que 200 000 lettres sont arrivées au Palais Royal, 200 000 lettres sont arrivées de France et d'autres pays à l'origine de cette administration qui va naître, qui va
qui va employer jusqu'à une 50aine de personnes, il y a effectivement la lettre d'une petite bordelaise dont le père est espagnol, qui envoie une lettre au roi d'Espagne pour avoir des nouvelles de ce papa prisonnier. Et donc le roi va lui répondre et cette jeune fille va avoir des nouvelles de son père. La nouvelle l'information va apparaître, va être transcrite dans la presse française, et aussitôt, bien sûr, ça va créer un mouvement à travers toute l'Europe vis-à-vis de la couronne espagnole pour instaurer des médiations. La Suède, exactement. Voilà. Il y aura un essai même de médiation. Alors, il y a une administration qui se met en place, qui visite les prisonniers avec l'aide de la Croix-Rouge. Alphonse XIII essaie d'en profiter pour même envoyer des représentants auprès du tsar, de la famille du tsar, parce qu'on croit encore vivante, même après l'assassinat du tsar, bien sûr. Ce sera un échec, mais quoi qu'il en soit, après la guerre, le roi et son administration a droit à la reconnaissance de la France. On décerne la médaille de la reconnaissance française à tous les fonctionnaires de cette administration. Est-ce qu'il se sentait un peu français? Enfin, est-ce qu'il avait le fait d'être Bourbon? Je crois qu'il était très francophile. Oui, très francophile. Il se sentait quand même un peu français. On lui a prêté un mot, je ne sais pas s'il est exact. En Espagne, il y a Clara Caille et moi qui sommes francophiles pendant la guerre de 14. Et c'est vrai. Ce qui était tout à fait exagéré, mais enfin bon. Il faut rappeler que tous les gens qui ont fait les réformes dont vous parliez, les réformes administratives au XIXe siècle, la création de la Guardia Civile, c'est des gens, sont des modérés qui prennent modèle sur les réformes administratives françaises. Alors bien sûr, sa femme, par contre, elle est britannique, il y a aussi un parti anglo-saxon un petit peu, Victoria Eugenie, qui se fait connaître à Madrid et qui essaie d'être influent aussi, oui. Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer, je dirais, l'échec finalement de la monarchie? Enfin, pourquoi est-ce qu'il n'a pas su, développer une démocratie? Est-ce qu'il était, comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce je crois qu'on peut pas lui, c'est-à-dire qu'il a eu tendance, malheureusement, à interférer. C'est une époque où on ne savait pas exactement ce que la monarchie, ce qu'elle pouvait être dans les temps modernes. C'est un peu comme en Italie, un peu avec le fascisme, en fait. Il était à cheval entre deux tendances. Il régnait sans vouloir vraiment gouverner, mais il ne pouvait pas s'empêcher d'intervenir. Et la Constitution lui offrait quelques pouvoirs. Oui, il lui offrait plus de pouvoirs, évidemment, qu'en Juan Carlos n'en a eu avec la Constitution de 78. Mais un peu plus de pouvoir, mais il pouvait nommer les ministres, etc. Donc et c'était dans son tempérament aussi d'intervenir. C'était le roi chevalier, il y a eu aussi les événements du Maroc dans lesquels ces événements du Maroc sont d'ailleurs c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Primo de Rivera a pris le pouvoir. Oui, parce qu'il a réglé la guerre du Rif. Il fallait en terminer avec le soulèvement rifin. Et c'est d'ailleurs ce que Primo de Rivera, le général Primo de Rivera, a réussi à faire en 1925, avec le concours, bien entendu, des Français. Concours qui a été décisif. Alors, c'est vrai que ce sont aussi des élections municipales qui le chassent du pouvoir. Oui, ce sont des élections municipales. Il n'a pas voulu s'accrocher. Voilà. Il n'a pas voulu que le sang verse. Il craignait une guerre civile déjà. Enfin, il craint une guerre civile, mais dans le fond. Une expression qui dit l'Espagne s'est couchée monarchiste, elle s'est réveillée républicaine. Voilà, exactement. La République est arrivée, on peut le dire un peu par effraction. Des gens qui avaient été dans une prison dorée. Qui a le comité révolutionnaire dit de Saint-Sébastien qui s'était instauré comme ça, comme un gouvernement provisoire et insurrectionnel, se retrouve du jour au lendemain. Sans avoir vraiment. Parce que le roi est parti. Le roi part d'ailleurs sans abdiquer. Il part en gardant. Comme Isabelle II était partie. Donc on reparlera plus tard de Franco et de la période. Il peut y avoir une nostalgie monarchiste aussi en même temps qu'un enthousiasme pour la ligne Apolita, la République, etc., de nouveautés, enfin... Donc la période de la République et de la guerre civile. Il n'y a pas un déshonneur qui s'implante sur l'idée de la monarchie. Oui, il est parti élégamment. Il est parti élégamment. Donc d'ailleurs Franco va en tout cas rétablir, enfin de manière un peu fictive, la monarchie dès 47. Voilà. Il considère que l'Espagne est un royaume avec une sorte de
régent, voilà, une sorte de régent, oui. dont il serait un peu comme le ça, régent Horthy en Hongrie. Donc la monarchie va être rétablie en 75. Alors on peut peut-être parler quand même de du rôle de Juan Carlos, parce qu'on va dire du mal de Juan Carlos après pour les dernières années. Enfin, en tout cas, on va Moi, pas beaucoup. peut-être pas en dire, mais enfin, dire qu'on en a dit du mal, hein. Mais en 75, c'est quand même l'homme de la situation. Alors comment ça se passe? Vous étiez vous-même, Monsieur Nourri, en Espagne à ce moment-là? J'étais pas en Espagne parce qu'à ce moment-là, j'étais encore à... J'avais une autre activité au Figaro, m'occuper du service des spectacles Figaro. Donc j'ai eu mon livre sur Franco apparu après la mort de Franco, juste avant la mort de Franco. Donc vous étiez déjà très très partie prenante dans les affaires espagnoles quand même. Oui, parce qu'avant je fais beaucoup de reportages en Espagne et après sous l'époque de Franco. Enfin, j'ai eu un petit hiatus en 1975-76, mais j'ai repris assez vite, etc. Et alors justement, quand vous étiez, est-ce que si vous remettez dans l'état d'esprit en 75, est-ce que vous voyez arriver ce nouveau roi? Est-ce que vous croyez qu'il va rester? Parce que tout le monde lui donnait 3 mois de pouvoir. C'était Juan Carlos le Bref. Avant, j'avais tout de même, j'avais beaucoup été entre 69 et 74. J'ai été beaucoup en Espagne. J'ai eu assisté à l'intronisation de Juan Carlos comme prince d'Espagne, successeur de Franco. J'ai eu à ce moment-là des contacts avec le palais, avec la Zarzuela, qui m'ont permis de voir un petit peu ce que le roi faisait. Et j'ai appris le futur roi, enfin Juan Carlos, le prince. Juan Carlos, bien sûr. Oui. Et qui a profité de toute cette période pour préparer l'avenir. Oui, parce qu'il était très discret, mais vous, pas l'international. L'avenir n'était pas joué. Personne ne croyait de possibilité que Juan Carlos règne à jour. C'était très peu de monde. Mais il y avait tout de même dans l'entourage immédiat du prince, il y avait tout de même des gens qui étaient très actifs et qui nouaient des contacts, avec à l'extérieur, avec les Américains, avec l'opposition à Franco, notamment le Parti communiste. C'est ce que Juan Carlos a fait avec Santiago Carrillo, par l'intermédiaire tout un cheminement pour Ceausescu, etc., des intermédiaires français, espagnols, etc. Alors, tout ça, j'ai assisté à tout ça un peu de loin, évidemment. J'étais pas dans le secret des dieux. Enfin, j'ai assisté un petit peu à toutes ces manœuvres. Enfin, vous vous rendiez compte qu'il se passait quelque chose. J'avais notamment un grand ami qui était un brillant avocat espagnol, Pepe Armero. Et il était aussi dans tous ses coups. Et bien, lui, il avait confiance. Il dit, tu vas voir, il va nous surprendre. Parce qu'il a bien préparé le terrain. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait préparer le terrain pour, évidemment, se placer à la mort de Franco. Sans trop avancer ses pions non plus. Démocratie. Malheureusement, il avait prêté serment aux lois fondamentales et il était successeur de Franco. Pour tout le monde. Il était l'héritier. Mais s'il n'avait pas été l'héritier, ça c'est tout de même une ruse de l'histoire, et s'il n'avait pas été l'héritier de Franco, il n'aurait jamais réussi à faire la transition entre 1975 et 1978. Donc Franco a eu l'intelligence. Et il n'aurait jamais réussi non plus, sans doute, à empêcher le coup d'État militaire franquiste de 1980. Oui, parce qu'il avait parce que là, il avait l'aura de Franco pour l'armée. C'est ça le sacre de Franco, de Juan Carlos. Est-ce qu'on peut en parler, Christophe Barrett, cette date de 81? 81. Février 81. Oui, 81, février 81. Ce jour-là. On a des auditeurs qui sont peut-être très jeunes ou très oublieux. Alors, donc, ça peut intéresser les auditeurs de Radio Courtoisie, parce que c'est des gens, les militaires qui font le coup d'État, qui ont un modèle qui va vous surprendre, qui est Charles de Gaulle, et qui est le coup d'État réussi du général de Gaulle de 58. C'est ça le modèle. Carlos a restauré la démocratie, il y a eu une constitution depuis 78, etc. Voilà. Et là, en 81, mais on commence à donner l'autonomie au Pays Basque. L'économie ne va pas si bien que cela, il y a des grèves, et donc il y a surtout
surtout les attentats de l'ETA. Voilà. Le terrorisme basque vise essentiellement les militaires. D'accord. Les militaires payent un tribut considérable. On assassine des généraux, on fait sauter leur voiture, et ça, c'était une tactique, une stratégie bien délibérée de l'ETA, c'était de provoquer un coup d'État militaire pour. Très bien. Donc, Juan Carlos rétablit la situation. Rétablit la situation, donc en nuit, la légende raconte, mais c'est vrai qu'il fait asseoir le petit Felipe à côté de lui pour lui apprendre son métier de roi, et il appelle donc les généraux un à un, y compris le commandant des forces de Valence, qui lui avait fait sortir les chars dans la rue déjà. Voilà. Et donc tout rentre un petit peu dans l'ordre. Alors les historiens se disputent encore pour savoir s'il n'avait pas quand même laissé entendre qu'une remise en ordre ne pouvait pas être possible, mais le fait est qu'aux yeux de l'histoire, c'est lui qui défend la démocratie et défend les institutions. Il y a eu effectivement, vous disiez tout à l'heure, c'est vrai, que ils pensaient tous, ces généraux, ils pensaient une solution du type gaulliste. Oui, voilà. Et le général Armada, qui a joué un rôle évidemment néfaste, qui a joué un rôle important capital dans l'histoire du 23 février 1981, dans le coup d'État, était un homme qui avait cette ambition. On lisait la solution Armada, le journaux, avec un point d'interrogation. Est-ce qu'un général comme ça, et ce général, c'était pas n'importe qui, c'était un ancien instructeur de Juan Carlos qui avait occupé des fonctions à la Zarzuela, c'est-à-dire dans l'entourage immédiat du prince d'Espagne. Le roi, et ensuite, avec qui le roi avait de bons rapports. C'est comme avec tous les chefs d'État. Voilà, le chef d'État dit oui, vous avez raison, vous êtes très bien ce que vous dites. Mais après, on se fait parfois des illusions en sortant d'un entretien avec le chef d'État. Mais enfin, quand Armada disait à ses collègues, aux autres généraux, etc., le roi m'a dit, il laisse entendre que, vous savez, il serait pas contre une solution militaire, etc., qui rétablisse l'ordre, etc. Depuis plus de 30 ans, Radio Courtoisie se bat pour garder à Noël son caractère religieux et soutient ceux qui veulent la célébrer en installant une crèche au vu de tous. Aider Radio Courtoisie à continuer ce combat face à la marchandisation d'un si beau moment de recueillement, de partage et d'espérance. Notre message est placé sous la protection des anges dans nos campagnes, symbole de l'enracinement dont la mondialisation est en voie de nous priver. Afin que les enfants soient au cœur de cette fête, citons les mots célèbres d'une chanson laïque, mais pourtant émouvante. N'oublie pas mon petit soulier. Donnez à Radio Courtoisie. Soutenez-nous par un don en ligne ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Voilà. Bon, on va peut-être passer un petit peu de musique et puis on va ensuite parler de la Catalogne, qui quand même est à l'ordre du jour en Espagne actuellement.
après l'hymne monarchique espagnol, la marche réale, nous avons entendu l'hymne Els Segadors, les faucheurs ou les moissonneurs, qui est donc l'hymne officiel catalan depuis 1993. Et on le disait là, hors micro, qu'on soit partisan ou adversaire de l'indépendance catalane, on doit avouer que cette chanson est particulièrement belle et prenante, avec une musique tout à fait prenante. Les paroles actuelles sont d'Émilie Guanyavans, qui est de 1899, donc adoptée à la suite d'un concours de l'Union Catalanista, et qui a évacué les paroles, donc évacue les anciennes paroles qui étaient beaucoup trop religieuses, donc on a évacué toutes les références religieuses du chant d'origine. Parce que c'est une chanson populaire qui date du XVIIe siècle, et qui a été recomposée, dont la mélodie était un peu recomposée en 1892 par Francesc Alliot, et qui fait allusion à la fameuse guerre des faucheurs ou des moissonneurs, soulèvement populaire donc du XVIIe siècle contre l'augmentation des taxes décrétée par Philippe IV lors de la guerre de 30 ans. Voilà. Oui, on est un peu. Alors, on pourra réexpliquer. On est dans le jaune aussi là. Voilà. Que ces moissonneurs vont faire appel au roi de France et que Louis XIII va venir mettre son grain de sel dans l'affaire et va récupérer au passage le Roussillon, donc que forme le département des Pyrénées-Orientales, qui est Catalogne du Nord pour les Catalans indépendantistes. Donc ce chant servira de chant de ralliement aux Catalans républicains durant la guerre civile et sera interdit sous Franco. Alors les paroles actuelles sont très, je dirais, martiales. La Catalogne triomphante redeviendra riche et prospère. En arrière, tous ces gens si vaniteux et si méprisants. Bon, c'est presque aussi terrible que la Marseillaise. Bon coup de faucille, bon coup de faucille, défenseurs de la terre, bon coup de faucille. Donc, votre langue a penché tout à l'heure, vous avez dit 1793, donc c'est bien sûr, c'est 1800. 1893, oui, bien sûr, c'est l'époque de la Catalogne, voilà. Parce que le chant des faucheurs, mon monseigneur, est très beau, mais c'est un chant quasiment religieux. Au départ, oui. Quasiment religieux, les Segadors, la révolte des Segadors, c'était beaucoup plus une jacquerie, qui n'avait rien à voir avec l'indépendance de la Catalogne. Ça se trouvait que c'était parce que la Catalogne avait un régime spécial. Alors, on va revenir justement sur l'histoire de la Catalogne. Vous allez en parler dans votre livre Histoire de l'Espagne des origines à nos jours. La Catalogne, à l'origine, c'est la marche d'Espagne carolingienne. Et donc, c'est qui faisait partie d'ailleurs du royaume de France occidentale, dans une certaine manière. Vous remontez très loin là. Oui. C'est assez contestable et contesté, mais enfin bon, effectivement, oui. C'était Charlemagne, je sais pas, Charlemagne avait sans doute, effectivement, les comtes catalans, mais enfin l'Espagne la Catalogne était occupée par les musulmans. Voilà, donc ensuite, après le départ des musulmans... Il y avait une marche comme ça sur les Pyrénées, qui permettait l'intervention. Charlemagne est descendu en Espagne. Donc on a ensuite une maison de Barcelone, une maison comtale de Barcelone qui s'installe à partir du IXe siècle et qui va... ensuite devenir la famille royale d'Aragon par mariage, en fait. Par mariage, oui, enfin, il y a des rois aussi. Voilà. Il y a aussi des rois d'Aragon. Oui. Quand il y a des comtes de Barcelone, c'était des rois d'Aragon. Donc, en fait, finalement... Les comtes de Barcelone se lient avec le roi d'Aragon. Un mariage fait que, donc, vous avez à Barcelone encore, aujourd'hui, les archives du royaume d'Aragon, justement. Oui, donc, faire simple, la Catalogne fait partie du royaume d'Aragon, qui est un royaume fédéral. C'est un royaume qui a plusieurs composantes. Composante aragonaise, proprement aragonaise, Saragosse, Teruel, la composante catalane. Donc la principauté de Barcelone, en fait. Barcelone, Castillon, et puis ensuite le pays de Valence, le royaume de Valence, Valence, etc. Et puis Naples aussi, et puis toutes les terres méditerranéennes qui ont été conquises par les rois d'Aragon. Oui, parce que les rois d'Aragon, c'était assez rapidement s'étendent vers la Méditerranée. Avant la réunion des deux royaumes sous l'égide des rois Donc catholiques. Ce royaume d'Aragon, qui est un des deux grands royaumes d'Espagne, des Espagnes, comme on disait à l'époque, va donc en 1516 fusionner, enfin en tout cas pas fusionner, mais
voilà, s'allier matrimonialement Non, avec... pas en 1516, non. En 1516, c'est au moment où Charles Quint devient roi Oui, de... oui. Il y avait déjà eu le mariage auparavant, oui. hein, mais en 1516, on a je dirais le mariage de l'alliance définitive. Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, oui. Mais ce mariage ne fait pas non plus totalement l'unité de l'Espagne. Il le fait en partie, mais on garde le royaume d'Aragon, l'ancien royaume d'Aragon, garde ses composantes fédérales. Alors que la Castille est beaucoup plus unitaire. La Castille s'est développée à partir des Asturies, de Navarre, elle a conquis de nouvelles terres, finalement, et le fait, la Castilla la Nueva, puis ensuite l'Andalousie, etc. Bon, je ne vais pas le laisser, mais enfin, je veux dire qu'il y a ce sont l'unité territoriale de l'Espagne s'est pas faite avec le mariage des rois catholiques. Non. Mais elle reste tout de même. Mais ce qui explique Charles Quint s'en occupe peu parce qu'il a autre chose à faire, il dirige l'Empire, etc. Ce qui explique donc que la Catalogne va conserver une certaine... la Catalogne conserve, oui, comme Valence, autonomie par rapport... comme Saragosse, voilà. On parlait des carlistes tout à l'heure, le mouvement carliste, c'est ça aussi. Alors, au XIXe siècle, c'est des gens qui défendent ces autonomies, ces privilèges traditionnels. Oui. Et l'existence de ces anciens privilèges, c'est ce qui va permettre aussi à Puigdemont de dire qu'il est le 133e président de la Catalogne, parce que lui, il recompte depuis l'année 1359 et la fondation des Cortes catalanes. Alors, Christophe Barret, on va parler du retour... du renouveau nationaliste ou la naissance du nationalisme catalan au XIXe siècle dans le cadre de tous ces nationalismes européens d'ailleurs qui fleurissent à ce moment-là. Donc si on peut parler rapidement peut-être de ce qui se passe à la fin du XIXe siècle, on a vu création de cet hymne indépendantiste, etc. Cet indépendantisme, ou cet autonomisme, il va au XXe siècle à travers la République déjà. Enfin, est-ce que vous pouvez nous rappeler donc dès 1873, justement, on parlait de revenir en arrière, de l'arrivée au pouvoir d'Alphonse XIII. Il y a quelques heures un État fédéré avec la République espagnole qui est proclamé à Barcelone par José García Viñas et Paul Brousse. Cantonaliste, voilà. Ou alors, effectivement, on assiste à un émiettement complet une atomisation complète de l'Espagne. Donc avant le retour d'Alphonse XII. C'est à cette fois que des cités, des communes sur le mode de la commune de Paris s'installent un peu partout, dans une sorte de fédéralisme. Et qui se font la guerre entre eux, enfin, souvent. Voilà. Et en symbole, aussi indirectement, l'indépendance de Cuba va emmener aussi à la Catalogne son drapeau, puisque le drapeau indépendantiste catalan, donc c'est dur d'en parler, de décrire toujours à la radio, mais c'est ce drapeau à bande jaune, rouge et or, mais avec le triangle bleu et l'étoile blanche dessus, c'est le triangle bleu et l'étoile de Cuba qui sont empruntés par des étudiants catalans indépendantistes de 1908, de l'indépendance de l'Empire espagnol justement qui oppresse. Et donc en 1931, Francesc Macià déclare lui un État catalan au moment de la proclamation de la République. Là aussi, la Catalogne tente de faire sécession quand Alphonse XIII part. Donc une république indépendante qui aurait été une sorte de république. Voilà. Alors là aussi, la République envoie quand même les soldats. Il y a une répression, mais dès 1932 est négocié l'établissement d'une région autonome. Et donc c'est là que la Catalogne tire son statut de première région autonome, son premier statut comme région autonome. Ce qui pour les indépendantistes catalans aujourd'hui légitime tous les actes unilatéraux qui peuvent être pris par le Parlement de Catalogne. Voilà, par la généralité de Catalogne. Et donc, il faut voir quand même que la Catalogne, au début du XXe siècle, avait connu un essor économique peut-être plus important que le reste de l'Espagne, la première guerre et culturelle aussi. Oui. Et la Première Guerre mondiale, du reste, va faire des Catalans des commerçants très bien rémunérés par les échanges avec la France. Donc c'est une province qui a... Le catalanisme peut être un peu le fruit d'une frustration catalane. Dans la mesure où la Catalogne a l'impression, surtout à cette époque-là, d'être le moteur économique de l'Espagne, et qui ne trouve pas non plus les élites catalanes ne trouvent pas les correspondances au point de vue politique de pouvoir, qui correspond à leur poids économique. On reçoit chez les Flamands en Belgique, voilà, c'est d'ailleurs pour ça que Puigdemont voulait être sur une liste flamande. Exactement, la Catalogne, comme le dit un
professeur de sciences politiques de Barcelone aujourd'hui, je cite dans mon livre, c'est un nord du sud, hein, c'est une région riche dans un pays qui n'a pas encore son équilibre. Ceci dit, les choses ont beaucoup changé depuis. Oui. Mais là, pour le coup, Franco y est pour quelque chose. Alors donc sous Franco, qu'est-ce qui se passe sous Franco? Parce que là, sous Franco, on n'a pas le droit d'utiliser le catalan pratiquement, la langue catalane. Enfin, en principe, dans la littérature, on peut encore, attention. Hein, il manque aussi... peut-être, je m'excuse de vous dire, oui, on a pas tout dit. Peut-être sans rentrer trop dans le détail. Non, détail. 1934, une tentative tout de même d'indépendance catalane. Hein. Au moment de la guerre civile, avant la guerre civile. Avant la guerre civile, quand les droites reviennent c'est Luis Companys à la suite d'élections normales, et que ce que ça déclenche immédiatement une des révoltes en Catalogne et dans les Asturies. Les Asturies sera beaucoup plus grave qu'en Catalogne, mais en 1934, Companys, président de la Généralité, proclame l'indépendance. L'État catalan au sein de la République fédérale espagnole, toujours. Mais alors il y avait en Catalogne aussi une composante anarchiste peut-être qui pas ailleurs dans l'Espagne. Enfin, c'est pourquoi ça s'était développé, l'anarchisme s'était particulièrement développé. L'industrie, les ports, la circulation des idées. L'industrialisation de la. Et c'est une région culturellement aussi. Et puis culture, terre de migration, c'est des migrations du sud, des paysans qui viennent chercher du travail à Barcelone, tout ça, un bouillon de culture qui est évidemment très... Et on dit que ce sentiment anarchiste aussi, il irrigue un peu encore la vie intellectuelle aujourd'hui. Ça a rendu les Catalans méfiants vis-à-vis de ce qui venait de Madrid, c'est vrai. Certains commentateurs le disent encore aujourd'hui. On peut dire, enfin, c'est curieux. Certains journalistes le disent. Je ne veux pas dessus, même qu'on ne dirait pas. Bon, le catalanisme est tout de même d'un mouvement culturel au départ. Oui, tout à fait. Fin 19e, c'est l'époque du Félib, des Félib. Oui, voilà, c'est la même chose. La Provence, exactement. Voilà. Au Pays Basque, la même chose. Je crois que les premiers mouvements catalanistes, c'est autour de 1970 par là. Quoique on peut remonter encore plus loin, parce qu'il y a eu... Oui, parce que justement, il y a Òmnium Cultural, il y a une des deux grandes associations dont l'un des leaders aujourd'hui est en grève de la faim, naît clandestinement sous le franquisme, et puis est autorisé justement parce que le franquisme tolère les pratiques culturelles. Il y a beaucoup de chorales aussi qui naissent, qui permettent à la bourgeoisie catalane de faire circuler des idées politiques. Au moment de la transition, ce sont des associations culturelles qui vont jouer un rôle, parce que c'est un des rares endroits où on peut se rencontrer justement et échanger des idées sans risquer trop la répression. Donc effectivement, la culture, comme souvent dans les minorités, donc revenons à l'époque de Franco. C'est un conservateur. Il y a quand même au départ une répression, une interdiction. En principe, on a un peu exagéré ça, parce que moi j'ai été en Espagne depuis 1952, 50 même. J'ai traversé l'Espagne à ce moment-là. En Catalogne, on dansait la sardane sur la place publique, sans avoir à craindre l'éruption de guerre civile. Enfin, c'était pas non plus. Je suppose qu'entre eux, ils devaient parler un peu catalan, etc. La preuve, c'est que le catalan est revenu en force, donc il devrait être. C'est vrai que le catalanisme a été réprimé. On peut pas le nier. Enfin, tout mouvement nationaliste, les Basques aussi, était réprimé sous Franco, mais réprimé pas d'une manière systématique. D'ailleurs, il y avait tout de même des éditeurs qui éditaient en catalan sous Franco. Je me souviens des livres qui ont été édités, des livres en catalan qui ont été édités c'était toujours un petit peu en littérature, oui, ça littérature, des affiches. Je me souviens d'affiches d'exposition. Les auteurs catalans, les auteurs catalans qui écrivaient en catalan. C'est vrai, culturellement, alors on peut tout de même revenir un petit peu beaucoup plus loin, parce que c'est vraiment au XIXe siècle qu'on assiste à ce catalanisme culturel comme on assiste en France à la Renaissance aussi. Oui, c'est général dans l'Europe entière. Oui, en Bretagne aussi, voilà. Alors c'est parce que c'est ça le ferment qui permet ensuite d'expliquer la suite.
Donc, à partir de 1975, Christophe Barrel, la Catalogne va obtenir quand même... On fait revenir son ancien président, le dernier président qui était élu alors dans l'exil, qui revient, Taradellas, qui est un vieux monsieur, tout à fait. C'est-à-dire avant même que la Constitution soit promulguée, avant même qu'on ait décidé. Et là aussi, c'est important pour ce qui se passe aujourd'hui. Avant la promulgation, on commence par pour qu'il n'y ait pas de problème avec la Catalogne, on commence par rétablir la généralité de Catalogne. Et ça aussi, c'est un argument qui pèse aujourd'hui pour dire nous avons l'antériorité par rapport à la Constitution espagnole d'aujourd'hui. Adolfo Suarez, qui était le chef du gouvernement, était très réticent, il voulait attendre la Constitution. Mais il le Le roi a insisté pour qu'il n'y ait pas, il voulait se doter de protecteur tout de même. Et puis faire barrage aux communistes aussi, faire barrage au parti communiste qui était puissant en Catalogne, et donc rappeler le vieux Taradellas, c'était calmer le jeu, justement. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre ce qui a été donné ou concédé à la Catalogne et le Pays Basque? Parce que le Pays Basque, apparemment, ont obtenu plus, à terme, plus de... Et il continue, dans l'indifférence la plus générale, à obtenir des transferts de compétences. Comment est-ce qu'on peut faire le parallèle entre ces deux régions? Alors, elles ont pu toutes les deux bénéficier de davantage d'autonomie parce que dans le bipartisme qui était celui qui a animé la vie politique espagnole, bipartisme entre le Parti populaire de droite, le Parti socialiste, au Congrès des députés, après chaque élection législative nationale, il fallait une force d'appoint, soit pour les socialistes, soit pour la droite. Et donc les deux ont cédé du terrain, diront ceux qui le regrettent, aux uns ou aux autres. Donc, y compris le Aznar, les gouvernements de droite, ont laissé passer des compétences en matière de police, donc aux Mossos d'Esquadra, aux policiers catalans. Les lois, bien sûr, sur l'éducation, là, font le plus de polémiques. On en revient à la culture. À ce degré de choses que ça, c'est incompréhensible si on ne comprend pas que l'État espagnol a complètement abdiqué la culture, l'éducation, en même temps que d'autres prérogatives nationales à la Catalogne. Donc vous pensez alors qu'il y a un plan catalan, on a écrit l'histoire à leur manière. Vous pensez qu'ils sont allés trop loin, qu'ils ont trop lâché, oui, et ça c'est pas récupérable pour moi. C'est sans doute très difficilement récupérable, peut-être irrécupérable, effectivement, parce que, vous savez, je pense que si on avait fait la même chose en Bretagne il y a 35 ans, peut-être, si on avait dit, le français, on l'évacue, etc., on laisse aux dirigeants bretons, admettons, je suis dans l'absurde, mais enfin, aux dirigeants bretons le soin de dire ce que c'est que la culture, le soin des programmes scolaires, les programmes de l'histoire, on dirait, aujourd'hui, les Bretons considéraient que la France est un pays oppresseur de la Bretagne depuis c'est ce qu'on lit dans les textes, d'ailleurs. Les Catalans font de l'histoire une arme politique. Mais quels sont ces gens qui vont prendre, justement, là, il y a une... C'est Jordi Pujol, c'est 30 ans, c'est 30. Ces gens-là c'est la droite catalane, c'est la bourgeoisie catalane aussi, c'est les gouvernements Pujol qui vont marquer. Qui vont et qui juste entrer dans la brèche, quoi. Voilà, et puis qui après la crise de 2008, donc pour aller très vite, vont tourner kazakh un petit peu et vont adopter faire leur la cause indépendantiste qui effectivement n'était pas la leur, on parlait en Catalogne d'un catalanisme, justement. Le catalanisme politique, c'était quoi? C'était un projet d'autonomie au sein de l'Espagne. Jean avait écrit un livre qui s'appelait la personnalité différentielle. Voilà. Pujol qui avait été en prison sous Franco, un peu quand même. Il n'était pas l'indépendance de la Catalogne. Il avait été en prison un peu sous Franco, je crois, Jordi Pujol, il me semble. Oui, bien sûr. Mais donc donc il y a pour simplifier, il y a une sorte de classe politique là qui trouve dans cette idée d'indépendance un moyen de survivre clairement politiquement. Et alors ça c'est pour la droite, c'est pour une partie de la droite. Et puis à gauche, il y a aussi dans une partie de la gauche, il y a aussi la chute du mur de Berlin qui joue un rôle, puisque Esquerra Republicana, la gauche républicaine catalane, elle inscrit l'indépendance à son programme. Vraiment après les indépendances des pays de l'Est, la dissolution de l'URSS, là ça revient vraiment à l'ordre du jour à ce moment-là. Ça c'est Sergi Garcia qui est l'auteur d'une thèse sur le nationalisme catalan qui le démontre très bien. Donc il y a
cette remise un petit peu à jour du programme, du logiciel indépendantiste. Cet indépendantisme catalan, bien sûr, il repose sur 3 pieds. C'est pas l'indépendantisme. Il n'a pas besoin de l'exemple des pays de l'Est. Oui, parce qu'il naît justement au début de la guerre civile, mais on réinscrit ça dans le programme. Donc, lorsque les choses prennent forme, est-ce qu'il n'y a pas une certaine maladresse de Madrid, une mauvaise réaction, une réaction trop lente, ou enfin voilà, est-ce que Madrid a bien réagi, et en particulier le nouveau roi Philippe, est-ce que son discours, est-ce que c'était le discours qu'il fallait faire, un discours de grande fermeté, ou lorsqu'il a dit de la part du roi, de la part du roi, est-ce que son discours était bien du mois d'octobre de l'an dernier, du lendemain du référendum? Je crois qu'il pouvait difficilement faire autrement. Je crois que oui, il peut difficilement faire autrement. C'est ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement, je suis un peu de votre avis, il y a des choses irrécupérables, et en même temps, il n'y a pas de projet, ils se sont très mal pris pour voilà. Madrid a abdiqué beaucoup trop rapidement, etc., à laisser faire. Et puis le projet était très, moi, pour avoir interviewé des gens, des indépendantistes, qui étaient prêts à passer dans la clandestinité, par exemple, je ne dirais pas leur nom, mais ils se sont trouvés un petit peu dépourvus quand ils ont vu ce Puigdemont partir à l'étranger. Enfin, il n'y avait pas de plan vraiment préconçu. On a proclamé l'indépendance, on n'a même pas hissé le drapeau catalan au-dessus du Parlement. Il n'y avait pas de stratégie vraiment bien arrêtée pour cela. Donc actuellement, on a certains leaders ou anciens ministres qui sont en prison et ils attendent d'être jugés. Qu'est-ce qui va se passer là? Alors, je voudrais revenir sur le roi. Il y a quand même des gens qui veulent faire qui ont voulu faire qu'on appelle les équidistants, qui voulaient faire l'intermédiaire entre les deux, jusqu'à Ada Colau, la maire de Barcelone, qui a fait en sorte de disputer publiquement le roi, encore qu'elle a toujours, elle a un jeu très. Qu'est-ce que peut faire un roi qui est gardien de la Constitution? Alors il aurait pu, il aurait pu dire quelques mots en catalan, il aurait pu condamner les violences. Mais alors c'est vrai, mais en fin politique, il a condamné, il a peut-être bien fait pour lui, effectivement. En bon politique, il scie la branche pourrie et il s'appuie sur le reste de l'Espagne. Oui, en bon politique. En tout cas, là, c'est une magistrature d'influence. On ne sait pas s'il y a eu. On a parlé quand même de cette Catalogne. Le fait est qu'il avait de bonnes relations avec Puigdemont, parce que Felipe, il était bien sûr, comme tous les héritiers d'Espagne, prince des Asturies, mais prince de Gérone aussi. Il se trouve que Monsieur Puigdemont était maire de Gérone et que la fondation Prince de Gérone était un endroit où on pouvait, une structure dans laquelle on pouvait dialoguer. Et il y a eu une double déception un petit peu des deux côtés. Donc effectivement, le dialogue a été interrompu et finalement le roi pouvait pas dire autre chose que ce qu'il a dit, effectivement. Donc Puigdemont, enfin je sais pas comment faut dire, Puigdemont. Et il est donc actuellement en Belgique. Il a failli être arrêté en Allemagne. Enfin finalement, la justice allemande lui a donné raison. La justice belge aussi. Il vient de lancer il y a un mois un appel national pour la République. Donc alors que le président de la Généralité, Quim Torra, lui annoncé un conseil de la République. Alors, voilà. Où est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on peut prévoir l'avenir immédiat ou lointain de cette affaire? Il y a tous veulent tout de même rester dans la légalité. Donc il y a ce que l'on dit, il y a beaucoup de bruit, et puis cette réflexion autour autour de la constitution de la République à venir, mais on fait même dans les intitulés des institutions dont vous parlez, on fait très attention de dire c'est pas conseil de la République, c'est conseil pour la République, parce que ça, avec une formulation on évite de se retrouver devant des juges avec des autres, on risque de s'y retrouver. On reste pour l'instant dans la légalité. Enfin, la République a été proclamée le 27 octobre. Et puis on parlait du rapport de force. L'indépendantisme, c'est 47% des voix à peu près. Alors ils savent que même avec 50, ça suffit pas. Il faut avoir beaucoup plus pour imposer vraiment un référendum. Alors, comme ça, ce rêve d'internationalisation à laquelle nous participons en débattant. Et la condamnation même de l'indépendance, on fait pas une indépendance avec 47% des voix, même s'ils les ont. Oui, mais 47%, c'est quand même beaucoup. Donc ça ne fait pas comme ça qu'on fait un pays. Oui, je sais bien, mais ça avec 52% peut déstabiliser. Ou 53% de gens qui sont réfractaires. Ça peut déstabiliser à long terme. C'est une question de 30 ans. Vous savez, moi, en exergue
prologue de mon livre, j'ai mis une citation de José Ortega y Gasset, qui date de 1932, et du débat au Cortés de Madrid. Il dit à ce moment-là, eh bien, chers collègues, je soutiens que le problème catalan, comme tous ceux qui lui sont semblables, existant ou ayant existé dans d'autres nations, est un problème qu'on ne peut résoudre et qu'on peut seulement endurer, c'est-à-dire supporter. Le problème catalan, c'est le problème continuel. Voilà, c'est valable. On va passer à une petite musique pour... Alors, Cara el Sol con la camisa nueva, c'est l'hymne de la Phalange, l'hymne, enfin une sorte d'hymne officiel à l'époque de Franco. Donc nous revenons à l'époque de Franco. Alors, face au soleil avec ma nouvelle chemise que tu brodas de rouge hier, si la mort me cherche, elle me trouvera. Et je ne te reverrai plus jamais. C'est tout à fait... Ce sont des paroles... On aurait pu écouter l'International aussi. Voilà. Dionisio Ridruejo, qui était une vieille chemise phalangiste, que j'ai bien connu, qui était un homme, d'ailleurs, qui était passé très vite dans l'opposition au franquisme. Ah oui, donc en tout cas, voilà, ce texte... Des vieux phalangistes, il y en a quelques-uns, il y en avait même des tout à fait honorables. Cette chanson, ce chant est entonné encore aujourd'hui par les néo-franquistes nostalgiques du caudillo. Et je disais tout à l'heure que 55% des Espagnols aujourd'hui sont indifférents à la personnalité de Franco parce que c'est vraiment de l'histoire et même de l'histoire déjà un peu ancienne. Mais on a depuis quelques semaines, quelques mois, un peu une ressurgence de toutes ces questions parce que le nouveau gouvernement socialiste de Monsieur Sanchez a décidé apparemment d'exhumer Franco qui se trouve à la vallée de Los Caídos et donc tout ça provoque des débats, en particulier l'arrière-petit-fils de Franco, Luis Alfonso de Bourbon, qu'on appelle le bisnieto, c'est-à-dire l'arrière-petit-fils, est tout à fait en tête là de la croisade en faveur de son arrière-grand-père. Donc est-ce que on pourrait rappeler dans quelles conditions Franco a été inhumé là, et puis cette volonté d'apaisement qui a eu lieu finalement en 1975. On a voulu tourner la page sans chasser les sorcières. Bien sûr, il y a eu une loi d'amnistie, c'est tout. Il fallait que le régime se fasse harakiri lui-même. Voilà. C'est ce que Juan Carlos a réussi magnifiquement. Oui, mais ce n'était pas absolument évident a priori. Il finit l'œuvre de la monarchie constitutionnelle, justement, Juan Carlos. Et l'opposition démocratique a été intelligente. La grande réussite de Juan Carlos a été de dissoudre le chose sans accroc et en faisant en sorte que les Cortés se fassent harakiri et que eux-mêmes, songeant aussi à leur propre avenir, soient d'accord pour tourner la page des institutions franquistes. Oui, mais je dirais les socialistes, les communistes auraient très bien pu ne pas jouer le jeu et ils ont eu l'intelligence à l'époque de le faire. Ils ont eu l'intelligence et la sagesse effectivement de ne pas. Apparemment, les socialistes d'aujourd'hui sont moins sages. Les socialistes le sont toujours. Les jeunes socialistes. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent sortir Parce que les gens parce que il y a comme une mémoire qui ne passe pas, notamment des familles des disparus, encore des gens qui ne savent pas où leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont été enterrés, fusillés.
spoliés par les franquistes, et qu'il est vrai que ce Val de los Caídos qui était présenté par le régime franquiste, ensuite aussi, moi, gamin, c'est l'époque de la démocratie, j'ai fait un voyage scolaire au Val de los Caídos, on m'avait expliqué que c'était un monument de la réconciliation. Bon, aujourd'hui, il y a des gens pour rappeler quand même les historiens que c'était aussi un camp de travail pour les opposants politiques. Alors, donc c'était oui, on est voilà, à 50 km de Madrid, dans la montagne, près de l'Escorial, et donc c'est un tunnel qui a été construit dans les années 40-50 par des prisonniers politiques, surmonté d'une immense croix. Qui obtenaient ainsi des réductions de peine importantes, et donc ça a eu un certain succès, parce que même... Oui, donc c'était c'était quand même, il y avait un avantage à y travailler. Voilà. Et y mourir parfois. Oui. Et donc cette vallée, il y a, ce monument sont enterrés à l'intérieur des républicains et des franquistes. Alors, oui, c'est l'idée en fait. Je crois qu'on a enterré aussi des morts de la guerre civile. Et justement, il y a des affaires là qui sont passées en justice, les juges, tribunaux. C'est pour ça que la vocation de ce monument, à moins qu'on le détruise, mais enfin, les gens, ils voudraient surtout détruire la croix qui est au-dessus. Et puis c'est vrai que la présence de Franco au milieu et de José Antonio, Primo de Rivera aussi, fait que on pourrait très bien y enterrer peut-être, je sais pas, mettre les restes du général Mola, ou à ce moment-là, ou du président, je sais pas, oui, s'il y avait le président de la République espagnole. Voilà, mais enfin des gens qui ont fait la guerre civile. C'est un monument pour les combattants, c'est pas un monument pour les politiciens. Bien sûr, mais très bien trouvé. Oui, ça serait plus intelligent finalement de y mettre des républicains plutôt que d'enlever Franco. Évidemment, oui. Bon, on peut déplacer Franco, on peut le mettre du côté. Je ne sais pas, moi. Je vois, tout ça, vous avez des cas socialistes arrivent au pouvoir en Espagne. Après, depuis la retraite de Felipe González, il ne pense qu'à une chose, c'est parce qu'il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Avec la majorité qu'il a. Alors, ce sont les lois mémorielles, c'est la mémoire de l'histoire. 2007. C'est s'en prend à Franco. Oui, c'est pas très différent en France. Quand on ne sait pas quoi faire, on parle de Pétain ou de... Le prédécesseur de Sanchez a fait la même chose, Zapatero. La même chose. C'est lui qui a... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Valle de los Caídos en Espagne, aussi à Séville, il y a Quepo del Llano, le général franquiste qui est enterré dans la basilique de la Macarena. Bon, il y a aussi des gens de gauche qui ont le droit d'aller faire leur prière et pas forcément au-dessus de la tombe d'un assassin. Oui, mais bon, c'est vrai qu'après, si on commence à déterrer tous les morts... on en est là, effectivement. On a aussi le Casar de Tolède aussi, qui est un lieu... En même temps, qui est un lieu de... Même si le général, c'était comment on y a installé le musée de la guerre. Voilà. Son fils a été assassiné par les républicains, etc. Enfin, je veux dire, des horreurs, il y en a eu dans tous les coins à ce moment-là. Absolument. C'est vrai qu'il faudrait peut-être tourner la violence systématique pendant la guerre civile, c'est du côté des franquistes, faut le dire, Paul Preston, historien britannique. Et la mémoire collective, Bordeaux, parce que la mémoire collective, c'est une manière de réécrire l'histoire. Oui, absolument. L'histoire n'est pas la mémoire. Ça, c'est deux choses très différentes. Alors, revenons un petit peu à la Catalogne, peut-être pour finir, parce que c'est quand même le sujet qui nous préoccupe le plus. Est-ce que l'Espagne, quel avenir pour l'Espagne? C'était la question que je posais au début. Est-ce que l'Espagne a un avenir? Est-ce que l'Espagne va éclater comme la Yougoslavie? L'Espagne est un des seuls pays d'Europe, un des rares pays d'Europe à ne pas avoir reconnu l'indépendance du Kosovo. Ça, c'est bien sûr, c'était un précédent dont ils ne voulaient pas entendre parler. Ni les socialistes du reste, ni le Parti populaire. Les socialistes sont bien gardés de faire le moindre pas dans ce sens. Moi, je crois que l'Espagne, elle va rester unie encore parce que les indépendantistes catalans n'ont pas ils ont un projet, comme ils le disent, culturel. On parlait tout à l'heure de l'importance de la culture en Catalogne. C'est par ce biais-là qu'ils veulent conquérir l'indépendance, mais on n'y est pas et ça leur prendra au moins 20 ou 30 ans. Quel était l'intérêt sinon d'avoir des places, sinon d'avoir un poste de président de la République bien sûr, ça doit jouer. En dehors, est-ce qu'il y a un intérêt pour la Catalogne, je dirais, à être indépendante? Parce que elle a une prospérité qui est peut-être plus importante que le reste de l'Espagne, mais ça va changer certainement. Le débat, il est autour du fédéralisme, justement. C'est le débat qui se fait autour du fédéralisme. Je ne sais pas si l'avenir de l'Espagne est fédéral ou s'il reste
plus centralisé, ou je ne crois pas qu'on puisse revenir en arrière. On peut pas revenir pour recentraliser l'Espagne. Ce serait sans doute utile, mais enfin, je pense pas que ce soit possible. Et le rôle du roi dans cette affaire, alors le nouveau roi, est-ce qu'il joue bien son rôle? Est-ce qu'il a fait des fautes? C'est difficile à savoir. On n'arrive pas, par exemple, à savoir si c'est lui qui a voulu faire ce discours du début du mois d'octobre, après le référendum, ou si c'est le Premier ministre de l'époque qui lui a soumis Mariano Rajoy, qui lui a soumis le papier. J'ai lu des articles très contradictoires, voilà, sur mais ça ressemble, ce discours évoque quand même ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire celui de son père en février 81. Une espèce de fermeté, de rempart de la démocratie. Enfin, il y a un côté, je pense qu'il a dû retrouver un peu cette... C'est ce que dit une certaine presse. Alors après, d'autres vous diront que dans l'affaire, mais c'est pas du tout la même histoire, dans l'affaire écossaise, Sa Majesté, la reine Elisabeth II, avait dit qu'elle se rangerait à l'opinion qui sortirait de la majorité à l'issue du référendum. Mais enfin, ce référendum est impossible en Espagne. Non, mais le référendum qui a été fait au Barcelone était illégal. C'était une mascarade. Enfin, les gens n'ont pas voté. Alors, pas si mascarade que ça, parce que le nombre de... Je me suis dit de vous embêter autant. Hein. Non. Il y a à peu près autant de... Le nombre de oui est à peu près non égal au nombre de voix qu'il y a eu pour les indépendantistes aux élections légales ou du Parlement régional qui a été dissous juste après. Donc, ils ne s'y sont pas si mal pris que cela. Non, mais eux ont fait le plein. Par contre, ceux qui auraient voté, on est à 47%. N'y sont pas allés. Quoi. Voilà. Donc, ne négligez pas l'adversaire. C'est vrai que le problème est entier, c'est-à-dire qu'il y a une fracture terrible à l'intérieur de cette province, enfin de cette. Oui, c'est ça le plus grave. Voilà. Parce qu'il y a aussi des gens qui il y a des gens qui ne se parlent plus à Barcelone. Il y a des gens qui se considèrent pas comme catalans, j'imagine. Enfin, il y a des tas d'Espagnols entre guillemets qui sont installés au Catalan. Ceux-là, tout de même, pour la première fois, ils se sont manifestés dans les manifestations tout à fait indépendantistes. Et bon, on a vu un mouvement, mais enfin, il n'est pas très organisé, les gens sont... À tel point qu'un certain monsieur Valls a pensé qu'il pourrait même être maire de Barcelone avec toute cette tendance unioniste. Il se présente sous quelle étiquette alors la sienne, c'est non, il n'a pas un parti, la mode du populisme. Il a Ciudadanos en chose, il a dans sa logistique. Il a le Parti populaire. Non, vous l'aurez non. Ah oui, alors ce sera un peu suicidaire quand même. C'est le Podemos de droite. Voilà, on va résumer très simple. C'est ce qui rapproche le plus du macronisme. C'est un parti plus à droite tout de même. Voilà. Que le macronisme. Voilà, qui se réclamait de la social-démocratie quand il est apparu, mais qui a rayé ce terme sur sa démocratie de sa déclaration de principe. C'est très intéressant, l'évolution. Il s'est droitisé. Voilà. Donc c'est ça, c'est un peu les bobos écolos, européistes, oui. Européistes. Pas Ciudadanos. On parle de Ciudadanos, oui, mais qui a beaucoup pris de voix aux socialistes. Bobo, non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Non, Bobo, le Bobo est socialiste en Espagne. Peste socialiste. Non, je sais pas s'il y a Bobo en Espagne. Bon, donc vous êtes plutôt, vous avez plutôt vous êtes plutôt, comment je dirais, optimiste sur l'avenir de l'Espagne et sur l'avenir de la monarchie, ou est-ce qu'on va avoir une troisième république espagnole bientôt? Je vois pas très bien à quoi ça. Écoutez, la Podemos qui ne parlait pas de république, Iglesias que je trouve intéressant d'étudier parce que il est comme il est un peu le Walter Bagehot du 19e siècle. C'est Walter Bagehot, c'est ce républicain anglais qui théorisait un petit peu la monarchie constitutionnelle. C'est vrai qu'il pose les bonnes questions. Moi, je peux vous citer un petit peu une phrase extraite de mon petit livre et d'un discours qu'il a fait l'an dernier. C'est: quelle peut être la fonction historique du nouveau chef de l'État s'il est incapable de dire quoi que ce soit au sujet des 3 défis auxquels notre pays est confronté. C'est quelqu'un qui questionne la monarchie, bien sûr, pour la remettre en cause. Là, ils sont en train d'organiser à Podemos des référendums dans les universités. Oui. C'est un processus un petit peu de retour aux fondamentaux de cette gauche radicale, qui voulait ratisser très large quand elle est apparue après le mouvement des indignés, puis qui là revient à un étiage un peu plus raisonnable pour elle, c'est-à-dire le cercle du Parti communiste, donc anti-monarchiste, républicain, mais qui essaie de manière la plus intelligente possible de déstabiliser l'institution. Je pense pas qu'ils y arrivent parce que justement les résultats en Andalousie là pour Podemos, en tout cas sa marque andalouse, ont été très très mauvais. C'est même une défaite parce que là ils n'ont plus que 5 députés de plus que ce mouvement Vox qui vient d'émerger. Donc je pense que les Espagnols n'ont pas envie sont assez satisfaits de leurs institutions finalement. Exactement. La République n'a pas laissé un souvenir non plus impérissable. Non. En Espagne, elle n'est pas attachée comme en France.
France. On a une dizaine d'années de République des grandes réalisations, sur 2000 ans. des grandes d'histoire. réalisations. La première République, je l'ai dit, a été une catastrophe totale qui a duré même pas un an. La Seconde République aussi a traversé des conflits et elle se montrait pas beaucoup très Et peu puis dans tolérante. un pays fédéral, très peu tolérante. très fédéral, on voit. Et avec un gros problème d'unité nationale, bien entendu. Mieux que La monarchie espagnole, comme toutes les monarchies existantes aujourd'hui, bien sûr, sont là pour assurer l'unité d'un pays C'est la clé de voûte pour difficile à tenir. Le seul lien. Alors, je pense on a presque terminé. On va rappeler vos livres respectifs. Voilà, je suis fatigué. Alors, Christophe Barret, La guerre de Catalogne, ça c'est le dernier. C'est le dernier. Voilà, il est sorti au mois de mai. Podemos, donc Europe, oui. La guerre de Catalogne aux éditions du Cerf, où on saura tout sur pas tout, Les en tout défis. cas, au moins on a un tableau assez complet de Voilà. la situation aujourd'hui et puis de ce qu'on peut s'attendre à avoir par la Je suite. vais l'acheter. Voilà. Et Philippe Nourry, donc qui après avoir fait une biographie de Franco, une biographie de Juan Carlos, a écrit récemment une histoire de l'Espagne des origines. Donc on remonte à l'Espagne romaine, j'imagine, ou pré-romaine. Beau panorama. Des origines à nos jours. Donc c'est en texto chez Talandier. Donc c'est des petits livres de poche. Le récit national de l'Espagne, Voilà, sans me perdre dans des considérations thématiques, etc., qui encombrent souvent les livres. Mais c'est des une livres histoire d'histoire sérieuse. passionnante, Voilà. j'imagine. Donc voilà. Vous avez d'autres projets, l'un et l'autre? Ah, bon, on n'entend pas. Bon, Superstitieux. j'imagine. Voilà. on va se quitter et on va Merci. de se retrouver avec nos auditeurs dans 4 semaines, et puis peut-être certains seront allés en Espagne entre-temps. Voilà. Bonsoir. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 3 décembre 2018 et diffusée pour la première fois dimanche 9 décembre 2018, de midi à 13h30, et réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.